Je n'ai jamais souffert à proprement parler d'être une femme par rapport à un homme. Le problème, c'était le rapport à la vie personnelle et le fait que malheureusement, une femme porte un bébé jusqu'à preuve du contraire, donc a besoin d'un petit peu d'aménagement pendant sa grossesse. Autant vous dire que sur les 3 grossesses, j'ai souffert pendant mes grossesses. Il a fallu que je me batte pour revendiquer que la grossesse n'est pas une maladie, mais un état de fait qu'il faut quand même prendre en compte et il faut un peu ménager les femmes. Je me suis toujours battue pour l'arrêt des gardes, parce que si on veut maintenir les grossesses jusqu'à terme, le travail nocturne est difficile, surtout que souvent c'est des astreintes, donc on retravaille le lendemain pour avoir un peu une facilitation avec peut-être un peu moins de journées de bloc opératoire. Ça, il a fallu que je me batte, des choses toutes bêtes, mais durant des chirurgies pancréatiques longues, si je peux avoir au moins un tabouret, c'est des choses comme ça qui n'étaient pas évidentes, pour lesquelles j'ai eu des réflexions. Mon premier enfant, j'étais interne. Il fallait que je valide mon semestre. Je ne me suis pas écoutée, je n'ai pas écouté mon bébé. En fait, au moment où on m'a dit le stage est validé, j'avais fait les 4 mois sur les 6, j'ai accouché. Et mon petit a eu des petites conséquences quand même de tout ça. Donc il avait la prématurité, on est resté longtemps hospitalisé, je vous passe les détails. Les gynécologues, les pédiatres nous ont répété tous les jours que c'était mon travail qui avait posé problème, qui probablement avait induit la prématurité, le fait que j'avais travaillé jusqu'à la fin, nanani, nanana. Donc d'un côté, vous êtes plié au système, vous avez rien dit. D'un autre côté, une fois qu'il y a le problème avec l'enfant, on vous dit que c'est aussi votre faute parce que vous n'avez pas su mettre des limites. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais je ne vivrai ça. Et pour mes 2 autres enfants, je me suis battue bec et ongle pour faire respecter que pendant ma grossesse, une femme, il fallait qu'elle s'écoute un minimum. Alors ce que j'ai entendu le plus souvent, c'est puisque t'es enceinte, t'as qu'à t'arrêter. Et puis c'est terminé. Voilà. Mais non, je vais pas passer à côté de mon travail juste parce que vous n'êtes pas capable un tout petit peu de vous adapter. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. C'est un kyste sacro-coccygienne, donc en fait c'est des kystes qui se développent au dépend d'un poil au niveau du sillon interfécier. La technique classique, elle consistait à enlever tout le kyste. Le problème c'est que c'est souvent des hommes jeunes qui travaillent, que ça fait des gros trous qu'on peut pas fermer. Donc ça veut dire que c'est la cicatrisation dirigée par des mèches d'algostéril pendant des fois 4, 6, 8 semaines. Ce qui faisait qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient avant de se faire opérer. Là depuis pas longtemps, on a accès au laser sous anesthésie générale. Derrière ils ont aucun soin post-op, aucun arrêt de travail. Alors voilà, depuis qu'on a le matériel, là, on explose les indications de nombre de patients qui viennent spécifiquement pour pouvoir bénéficier du laser, ce qui est le cas de ce monsieur. Il coule pas le kyste, rien? Tout est propre? Absolument pas. Allez, super. Eh ben, on y va. Être chirurgien en 2024, en tout cas pour moi, ce n'est pas juste opérer et voir des malades. C'est également faire avancer la médecine, les protocoles, la manière de prendre en charge les gens et donc du coup la recherche. C'est ce qui fait que j'ai réfléchi longtemps avant de partir du CHU parce que je me suis dit, en partant du CHU, je ne pourrai plus faire de recherche, accéder aux dernières nouveautés, participer à des protocoles de recherche. C'est pas vrai. En tout cas, moi, dans le centre périph' où je suis, je continue à faire de la recherche. C'est plus la même, c'est plus à grande échelle, effectivement, comme dans un CHU, mais on arrive à participer à des protocoles de recherche, pouvoir avoir cette activité, cette stimulation intellectuelle. Le seul véritable projet que je tenais à garder, c'est le développement durable au bloc opératoire. Donc j'ai la chance d'être vice-présidente de l'association CERES, qui rassemble un certain nombre de sociétés savantes où on travaille sur le développement durable et qui me permet aussi de pouvoir travailler encore avec des PUPH, des gens qui travaillent au CHU et avoir accès à la recherche qui est vraiment la dernière dans ce domaine-là. Et je fais le même travail, entre guillemets, mais transposé à mon centre pour faire avancer à l'échelle locale l'hôpital de Béziers dans le développement durable, mais aussi le territoire de Béziers où on essaye de faire des partenariats avec les cliniques pour les aider parce qu'on sait que c'est plus difficile pour eux de faire des démarches de développement durable au sein des cliniques. Donc vraiment un objectif aussi local de faire avancer la ville dans laquelle je suis. Tu vois, regarde, dans les études, on dit 13 à 22% des instruments par boîte sont non utilisés. Sur cette boîte de Procto, je pense qu'on est à plus de 50%. C'est une vieille boîte. Et donc là, mon interne a sorti déjà trop d'instruments, mais bon, il a essayé de mettre un peu ce qu'on pouvait utiliser. Donc c'est pour te dire comme la boîte est mal dosée. Julie, tu dirais, il y a combien d'instruments à peu près dans cette boîte? Oui, une bonne vingtaine. Et on va utiliser 5. Un des objectifs de 2025, c'est qu'on a pris un chirurgien référent par spécialité et avec les équipes d'Yvonne, on va revoir nos boîtes de chirurgie pour lutter contre ce qu'on appelle l'overage.